Chers amis, bienvenue sur notre émission Faire École pour un nouvel entretien avec un professionnel et un spécialiste de la question éducative. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Obadia, professeur agrégé de philosophie qui enseigne à l'université de Cergy-Pontoise et à l'Institut supérieur de commerce de Paris pour une conversation libre, bien entendu, comme toujours dans cette émission, sur l'état de notre système éducatif et les voies et moyens de le redresser, de lui redonner la place centrale qu'il doit occuper dans les politiques publiques. Monsieur Obadia, bonjour. Bonjour. Donc, je vous en prie, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Bien, vous avez presque tout dit. Je suis professeur agrégé de philosophie. J'enseigne dans le second degré à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. J'enseigne aussi à l'école, à l'ISC Paris, une école supérieure de commerce. J'ai enseigné aussi en classe préparatoire commerciale et j'ai enseigné aussi pendant 2 ou 3 ans dans le cadre d'un projet monté par le ministère de l'Intérieur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, donc dans le cadre d'un projet de réinsertion en fait des détenus. Donc je pense que j'ai en fait eu l'occasion de fréquenter des publics scolaires en fait assez différents. Ah oui. Donc voilà, je suis par ailleurs passionné de mer, je suis marin, et donc je partage mon temps entre eux. Absolument, oui, tout à fait. C'était d'ailleurs l'objet de mon dernier ouvrage. Ah bon, c'est parfait. Bon, écoutez, bienvenue, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Un petit insiste sur Fleury-Mérogis, ça me parle puisque j'ai été inspecteur d'académie de l'Essonne pendant 4 ans, et donc à ce titre, je visitais une fois par an avec le préfet Fleury-Mérogis, et notamment le centre des jeunes détenus où nous avions de mémoire 11 professeurs, totalement dévoués à leur tâche, qui n'ont jamais demandé leur mutation et qui étaient absolument c'est pas de saints laïcs, quoi, hein, des gens tout à fait remarquables, dans des conditions épouvantables, évidemment. Donc, alors, l'actualité nous interpelle tout de suite, au fond, pour introduire le sujet. La Cour des comptes a publié cette semaine 2 rapports. Le premier sur l'état de l'éducation prioritaire et le second sur l'état du premier degré, de l'enseignement du premier degré, l'enseignement primaire. Les 2 rapports sont extrêmement sévères. Le premier conclut au fait que cette politique publique d'éducation prioritaire qui date de 1981-82 n'a jamais été évaluée, n'a jamais été pilotée et ne produit au fond que de très minces résultats en matière de performance scolaire. Et le second rapport indique que pour des sommes phénoménales, hein, puisqu'il s'agit, là, on est en dizaines de milliards d'euros, le premier degré, le programme 140, hein, comme on dit dans le budget, concernant le premier degré, ne parvient pas à inverser la courbe descendante des performances de nos enfants, de nos élèves, dans les évaluations internationales et nationales. Donc, quel est, selon vous, quel est votre diagnostic? Donc, ça, ce sont des faits bruts, hein, donc on sera difficile de contester les 2 rapports de la Cour des comptes, pour le gouvernement, je veux dire. Et alors, nous allons, si vous voulez, porter un regard là-dessus. Qu'est-ce qui peut expliquer cette dégringolade? Alors, ce qui peut expliquer cette dégringolade, c'est d'abord, le regard critique des Français, que les Français jettent sur leur école. Moi, je commencerai par rappeler tout de même que, en fait, l'école française a la vocation de réaliser une promesse. Et cette promesse, elle est assez ancienne, elle remonte à l'époque des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les Européens se mettent à douter de l'existence des arrière-mondes, lorsqu'ils se mettent à douter de l'existence de Dieu, lorsqu'ils rejettent le dogmatisme religieux, en fait, ils créent une école qui a rigoureusement, il suffit de lire les textes fondateurs des Hussards Noirs de la République, une école qui a pour vocation, en fait, de se substituer, de devenir l'Église du peuple. Alors, je crois qu'il faut le rappeler, parce qu'il y a une attente extrêmement forte de par l'histoire politique de la France, mais de par son histoire aussi plus particulièrement dédiée à l'éducation. Il y a une attente très forte des Français vis-à-vis de l'école, et évidemment, le constat qu'on peut faire, c'est que, évidemment, il a suffi, et le problème s'est aggravé depuis une 50aine d'années, il a suffi que l'école ne tienne plus sa promesse républicaine pour que l'ensemble même du dispositif républicain vacille et soit suspecté dans ses fondements. Pour parler de l'école prioritaire, la création de l'école prioritaire, en fait, qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on a créé en fait ces établissements, ces zones d'éducation prioritaire? On a premièrement rassemblé
les élèves qui entraient à l'école avec des handicaps de type sociaux, des handicaps de type culturel et des handicaps de type scolaire, on les a rassemblés dans des établissements, dans les mêmes établissements. Et deuxièmement, on a aussi développé en fait une politique adaptative des contenus d'éducation, c'est-à-dire qu'on a développé l'idée que si ces élèves-là étaient déjà frappés de handicap culturel, s'ils étaient frappés de handicaps sociaux, on n'allait tout de même pas leur enseigner la même chose que ce qu'on enseigne aux élèves des lycées de centre-ville. Donc là, je pense qu'on a fait une très grave erreur, c'est-à-dire qu'au lieu d'assumer la vocation émancipatrice et libératrice de l'école, on a mis en œuvre des politiques adaptatives qui n'ont fait qu'enfermer les populations scolaires dites défavorisées dans leurs difficultés sociales, leurs difficultés culturelles. Je pense qu'on peut ajouter aussi autre chose, c'est que nous savons bien que ces établissements d'éducation prioritaire, qui peuvent valoir, vous le savez, vous avez été inspecteur de l'éducation nationale, qui peuvent valoir aux enseignants des bonifications pour leur carrière, leur promotion de grade, de corps, et aussi pour en fait assurer la possibilité pour eux de changer d'établissement, de muter, comme l'on dit, dans les meilleures conditions, n'empêche pas que systématiquement, on a mis dans ces établissements, on a en fait affecté dans ces établissements les collègues souvent les moins expérimentés, les moins chevronnés. Et donc je pense qu'ici, on peut aussi, sans trop craindre de se tromper, affirmer que si l'on avait mis en place une politique de recrutement des enseignants beaucoup plus volontaire, beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus courageuse, on n'aurait peut-être pas produit en fait ces difficultés. Vous parlez du premier degré, la crise du premier degré. Bon, je n'ai pas la prétention évidemment de maîtriser toutes les données qui peuvent expliquer cette déshérence de l'enseignement du premier degré. En revanche, ce que nous savons, c'est que depuis plusieurs décennies, nous avons du mal à recruter des professeurs des écoles, nous avons du mal à recruter des instituteurs et des institutrices. Nous savons aussi que dans nombre d'académies, les concours de recrutement du premier degré, puisque ce ne sont pas des concours nationaux mais académiques, en fait, sont des concours dans lesquels, dans nombre d'académies, en fait, il y a systématiquement plus de postes à pourvoir que de candidats. Ce qui signifie tout de même quelque chose. Alors, il serait peut-être imprudent d'établir un lien direct entre la baisse du niveau des élèves et les conditions de recrutement de leurs maîtres, mais il est un fait indéniable, c'est que les concours de recrutement du premier degré sont en train de perdre absolument toute sélectivité, ce qui tout de même signifie qu'il n'est plus possible de vérifier que les maîtres du premier degré disposent des capacités avérées à enseigner la langue française, à enseigner les langages fondamentaux, qu'ils ne maîtrisent pas forcément toutes les techniques du raisonnement logique. Et ça, je crois que c'est lié à la baisse d'attractivité du niveau des concours. Si je pouvais ajouter une chose sur ce point, mon expérience d'enseignant du second degré en filière littéraire m'a convaincu de deux choses. Première chose, il est très rare que des lycéens ayant des compétences scientifiques avérées de bon niveau fassent le choix d'embrasser la carrière de professeur des écoles, ce qui explique aussi pour partie peut-être la baisse du niveau des élèves, non seulement dans les langages fondamentaux, non seulement en français, mais aussi en mathématiques et en sciences, comme l'atteste la dernière enquête internationale TIMSS, qui a été publiée, je crois, au mois de décembre ou au mois de janvier. Mais parmi la population de mes élèves littéraires, sauf exception, et des exceptions, il y en a, mais sauf exception, ce n'étaient pas du tout mes meilleurs élèves littéraires qui se destinaient à embrasser la carrière de professeur des écoles. Donc j'ai tendance à penser que si on veut redresser l'avion, il va falloir travailler au recrutement du pilote et donc rehausser le niveau du concours pour rehausser le niveau du concours. Évidemment, revaloriser, on va sans doute en parler, les salaires des enseignants en France, de façon à rendre les carrières d'enseignants plus attractives. Très bien.
Nous sommes assez d'accord sur l'ensemble de ces considérations. S'agissant du premier degré, spécifiquement, il y a une corrélation établie par l'OCDE entre le niveau, la qualité de la formation professionnelle initiale des professeurs du premier degré et des résultats des élèves. La formule, c'est un bon maître, bons élèves. Bien. Or, nous affirmons, nous, au Rassemblement national, mais nous ne sommes pas les seuls à le dire, que depuis que la formation initiale professionnelle des professeurs des écoles, et celle du second degré aussi au passage, est assurée par les successeurs des IUFM, c'est-à-dire par l'université, les choses se dégradent. Elles se dégradent en classe, et donc les résultats se dégradent. D'ailleurs, alors là, pour le coup, c'est plutôt une coïncidence, mais il pourrait que ce soit une corrélation. C'est depuis la création des IUFM que les résultats aux évaluations internationales, puis TIMSS, PISA, PIRLS, etc., se dégradent dans le système scolaire français. Donc, moi, je suis vraiment convaincu qu'il y a une corrélation, et que donc il faut agir sur ce levier-là. J'en suis convaincu aussi. J'observe plusieurs choses. La première chose, c'est que les UFM, vous l'avez dit, ont été créés en 1989. 1989, sauf erreur de ma part, c'est la publication de la loi d'orientation de Lionel Jospin. Or, que peut-on lire dans cette loi d'orientation en 89 qui nous montrera, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais en termes de politique éducative, les gouvernements se suivent, les alternances s'opèrent, mais pas en matière de politique éducative. En fait, Lionel Jospin fait écrire dans la loi que la maîtrise des langages fondamentaux est un critère de sélection scolaire qui désavantage les élèves issus des milieux défavorisés et avantage ceux qui sont issus des milieux favorisés. Il préconise donc dans la loi d'orientation de 1989 de supprimer la maîtrise des langages fondamentaux en tant que critère de sélection. Donc ici, les choses sont très claires. On a décidé que la maîtrise des langages fondamentaux, avantageant les élèves entrant à l'école avec un capital symbolique, capital culturel supérieur, était un insupportable mécanisme, constituant un insupportable mécanisme de disqualification sociale. Je note aussi que, en fait, si on a créé les UFM en 1989, c'est peut-être aussi que après 20 ans de politique de massification et soi-disant de démocratisation du système éducatif, on n'a rien fait d'autre que produire une situation intenable au regard du passé. Quelle situation ? En fait, on a voulu démocratiser le système éducatif. Ça veut dire tout de même qu'on a fait entrer dans le second degré, au lycée, qui était quand même plutôt réservé aux enfants des classes moyennes et des classes supérieures, disons jusqu'en 1985, jusqu'en 80-85. Bon, on a fait entrer, sous l'effet de la volonté de démocratiser notre école, les enfants qui appartenaient à des milieux culturels et sociaux qui n'étaient plus du tout homogènes au regard de la culture des professeurs. Et donc ça, je pense qu'il s'est produit rigoureusement un choc. Ce choc, c'est le choc de la confrontation entre une culture professionnelle qui est la culture des enseignants et là où les cultures de plus en plus diverses des élèves entrant à l'école. Et je pense que ça explique premièrement, le souci de, soi-disant, pour parler comme les théoriciens et surtout comme les politiques, le souci de professionnaliser l'exercice de la fonction enseignante, et aussi le souci, si vous voulez, de rendre accessible cette culture. Alors, la cerise sous le gâteau, si on peut dire, c'est qu'en fait, quelle est la solution qu'on a mis en œuvre dans les UFM ? En fait, on s'est dit, il va falloir évidemment adapter les contenus pédagogiques, les contenus scolaires au nouveau public.
Et puis, comme ces publics ne sont pas forcément rompus comment dire, à la discipline, au comportement, et puis comment dire, aux valeurs qui sont celles de l'école, on va aussi finalement redéfinir les méthodes pédagogiques. Vous évoquez la concomitance de la baisse du niveau des élèves du premier degré avec la mise en place des UFM. Mais il faut tout de même savoir que le maître mot de l'IUFM et plus tard de l'INSPE, c'est la pédagogie nouvelle. C'est la pédagogie nouvelle qui veut que le contenu pédagogique importe moins que sa forme, qui veut que celui qui est capable d'enseigner telle discipline doit l'être d'enseigner n'importe quelle autre discipline, puisque ce qui importe encore une fois c'est la forme. Ça permet de comprendre, ça permet d'expliquer pourquoi dès les années 90 en fait on convoque, on immobilise pendant des après-midi entières des agrégés de mathématiques, des agrégés de lettres pour leur apprendre à faire de la pâte à crêpes sous prétexte que l'animation d'une séance de réalisation de pâte à crêpes eh bien, doit signaler la capacité d'un jeune certifié ou d'un jeune agrégé de philosophie. Pour l'anecdote, il se trouve que dans un moment d'égarement, je crois que c'était à peu près en 1995, j'ai candidaté sur un poste en fait à l'IUFM. Dans un moment d'égarement, j'ai été sélectionné pour être auditionné. Et dans ce contexte-là, en 1995, alors que j'étais déjà moniteur fédéral de voile habitable, eh bien, je suis venu au rectorat et j'ai présenté une séance pédagogique d'apprentissage de la manœuvre, de la réduction de voilure sur un voilier habitable. Eh bien, figurez-vous que j'ai été, à l'issue de cette audition qui a, semble-t-il, plu en fait aux différentes personnes qui m'auditionnaient, j'ai été recruté en fait en IUFM et alors je n'y ai jamais enseigné parce que pour l'anecdote encore, 3 semaines après, un matin, je me suis réveillé en me disant mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire cela. J'ai téléphoné au rectorat pour dire écoutez, j'ai réfléchi, j'ai changé d'avis et la personne que j'ai eu au rectorat m'a dit Monsieur Obadia, vous avez de la chance, les dossiers partaient aujourd'hui au ministère, donc je ne suis pas parti enseigner en fait en UFM. Mais j'avais quand même présenté une séance dédiée à l'apprentissage d'une technique, d'une manœuvre à la voile pour enseigner la didactique en fait à l'UFM. Oui, tout à fait, parce qu'il y a concomitance en fait, vous l'expliquez très bien. La démocratisation qui n'a pas réussi, qui est une massification en fait, a entraîné deux effets absolument, je trouve, mortifères pour le système. Un, au collège notamment, ont été baissés les niveaux d'exigence puisque le niveau précédent était considéré comme porteur de discrimination sociale et culturelle insupportable pour les idéologues de l'époque, d'une part. Donc on a raboté le niveau. C'est allé jusqu'à la dernière réforme du collège en 2015 sous Peillon et Vallaud-Belkacem qui ont supprimé d'un trait de plume, par exemple, toutes les classes bilan au collège que Blanquer a tenté il est parvenu partiellement de rétablir. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a raboté tout ce qui pouvait être de l'ordre de la culture bourgeoise, pour parler avec les mots de 68. Hein. Bon, et dans le même temps, c'est là que cette rencontre est terrible pour le système éducatif français, dans la loi de 89, il est dit, la loi Jospin, il est dit que l'élève est au centre du système éducatif. Or, c'est un choix philosophique de dire ça, parce que nous considérons en tout cas que c'est la transmission des savoirs qui est au centre du système éducatif, et non pas l'élève en tant que tel, en tant qu'espèce d'enfant roi vers lequel tout devrait converger. Mais derrière cette formule qui a beaucoup plu pendant des décennies, ce qui est à l'œuvre, c'est la construction par l'élève de ses propres apprentissages. Formule typiquement UFMienne, hein, où l'on raconte n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on suppose que l'apprenant, puisqu'on l'appelle comme ça, même plus l'élève, aurait en lui une sorte de ressource permanente de s'intéresser au monde et aux enseignements qu'on lui délivre. Mais d'ailleurs, on ne lui délivre pas, parce que délivrer un enseignement, c'est beaucoup trop vertical, on le lui propose. Donc tout cela, c'est du boulgui-boulga idéologique. C'est évidemment toujours animé des meilleures intentions, comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ça a surtout produit un collège, comme disait François Bayrou, le collège unique est un collège inique. Parce que les classes populaires, en fait, sont complètement perdues. En créant des classes indifférenciées, où on mélange absolument tout le monde,
sans tenir compte des capacités, des aspirations, de l'engagement scolaire des élèves. On les mélange tous. On est forcément obligé de niveler par le bas. Et la pédagogie différenciée est une escroquerie. Aucun professeur ne peut faire de la pédagogie différenciée avec 25, 30 ou 35 élèves. Ça n'existe pas. Oui, oui. Donc, si toutes ces, comment dirais-je, ces lubies, qui sont beaucoup plus que des lubies, qui sont devenues des politiques éducatives, ont convergé, à mon avis, pour abîmer profondément l'enseignement scolaire, et notamment, alors là, pour le coup, l'éducation prioritaire. Parce que vous avez raison, dans l'éducation prioritaire, on a tout fait pour stabiliser les professeurs. Puisqu'autrefois, personne ne voulait y aller, vous l'avez rappelé. Et donc, il y avait un turnover, comme on dit en mauvais anglais, donc une rotation rapide des professeurs. Donc, une politique de gestion de ressources humaines vigoureuse a été mise en place il y a à peu près depuis 2019. Et il est désormais très lucratif pour un jeune professeur d'aller en REP+. Vraiment, c'est très bien payé. Bon. Du coup, ils y restent un certain temps. Quand ils y restent un certain temps, ils ont des points de bonification pour la mutation, comme vous le rappeliez. Bon, donc on a stabilisé. Du point de vue managérial, tout va bien. Le problème, c'est que les résultats sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que même avec des professeurs qui ne s'enfuient pas tous les 2 ans, et qui sont en principe, qui sont bien adaptés au milieu, au climat, aux difficultés propres à cet espace scolaire, rien ne bouge. Et donc, ça signifie donc qu'en fait, le problème n'est pas là. Enfin, ce problème-là étant réglé, d'autres se présentent, dont notamment la qualité de l'enseignement et surtout ce que l'on enseigne. Je crois que c'est ça la question. C'est ce que l'on enseigne. On enseigne beaucoup moins de lettres maintenant qu'il y a 20 ans. Et encore beaucoup, beaucoup moins qu'il y a 30 ans. On a perdu l'équivalent, d'après les calculs savants des spécialistes, on a perdu pratiquement l'équivalent d'1 année et demie ou de 2 ans d'enseignement de lettres sur l'ensemble d'une scolarité obligatoire. C'est quand même colossal. On a aussi baissé en mathématiques. Bon, le corps enseignant du premier degré, pour revenir à ça aussi, a dû suivre des stages obligatoires de remise à niveau en mathématiques et en français, c'est les stages français, pour être à peu près au niveau. Donc, on le voit bien, le système s'écroule de toutes parts. Sur les fondamentaux, la façon de faire cours, la façon de concevoir même la classe, enfin l'organisation de la classe, la façon de concevoir la formation des professeurs, sur ces 3 points-là, l'édifice est complètement fissuré. Alors ici, moi, je voudrais revenir un instant à ce que vous disiez. Je pense qu'il y a un vrai débat, un vrai débat pédagogique, un vrai débat philosophique, tout à fait digne de ce nom, autour de la question du levier de l'action d'enseigner, et donc autour de la question de la méthode. Je pense ici d'un côté à Kant, qui veut dans son traité de l'éducation que le nerf de l'éducation, je cite Kant, soit la discipline. Et d'un autre côté, on voit bien que si Kant, précédé par Saint-Augustin, pense évidemment l'enfance comme ce qui doit être discipliné, l'idée est déjà chez Saint-Augustin. D'un autre côté, on voit bien du côté des libéraux, je pense à Locke en particulier, mais je pense aussi à Rousseau, qui, lui, veut, une éducation, non pas qui discipline la nature de l'enfant, mais, comme il le dit, qui lui permet de s'épanouir, d'épanouir sa nature. Donc il y a un vrai sujet philosophique. Le problème, c'est que sur ce sujet philosophique passionnant, en tant que tel, sont venus se greffer, me semble-t-il, des représentations idéologique. Parce que, si vous voulez, c'est une chose que de discuter de la question de savoir si l'éducation a pour vocation d'épanouir la nature de l'individu, ou bien au contraire de lui apprendre, le cas échéant, pour accéder à la liberté, à la maîtriser. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ici, on a appliqué de la façon la plus brutale, des leçons tirées, par exemple, de la philosophie de Michel Foucault. Il faut avoir à l'esprit que les années 70 sont quand même les années dans lesquelles Michel Foucault explique que toute loi est un dispositif de normalisation, donc un insupportable levier de répression. Conjointement, dans le prolongement de l'étude publiée par Pierre Bourdieu en 1964, Les héritiers, il y a une suspicion généralisée qui est jetée sur l'institution scolaire, Bourdieu invitant littéralement, pour parodier
Marx les étudiants à se supprimer en tant qu'étudiants, et cela en quittant les amphis. Oui. Donc, si vous voulez, cette remise en cause de l'institution scolaire, cette remise en cause de la discipline, cette remise en cause conjointement de l'autorité de l'enseignant, a entraîné aussi la disqualification d'un modèle d'enseignement, un modèle d'enseignement qu'on a appelé le cours magistral. Et vous le savez, en fait, ça fait maintenant 30 ou 40 ans qu'on explique aux stagiaires des UFM puis de l'INSPE que les élèves ne veulent pas de cours magistral au prétexte que pendant le cours magistral, ils seraient passifs. D'ailleurs, dans toutes les disciplines, et c'est sur le principe légitime, les corps d'inspection soulignent la nécessité, pendant le cours, de mettre les élèves, dit-on, en activité. Alors là, je crois qu'il y a vraiment deux choses à dire. Oui. La première chose à dire, c'est que moi, je ne crois pas. Alors, ma conviction est que les élèves, si vous voulez, en fait, ne refusent pas a priori le cours magistral. Non. Ils refusent que le cours magistral ne soit pas magistral. Autrement dit, je pense que ce qu'ils récusent, ce n'est pas la forme, c'est le contenu, peut-être parfois perfectible, pour le dire poliment, du cours magistral. D'accord. Je n'ai jamais vu, en fait, des élèves, si on leur parle de quelque chose qui fait sens, si on leur apprend quelque chose. Bien sûr que c'est difficile d'enseigner parfois dans certaines classes, dans certains établissements. Je connais les profils des élèves des séries technologiques, du bac professionnel. C'est difficile, il ne faut pas se leurrer. Ce ne sont pas des élèves des filières sélectives ou plutôt des filières scientifiques des lycées de centre-ville. Mais affirmer que le cours magistral est quelque chose qui est refusé par l'élève constitue une première erreur. La deuxième erreur consiste à penser que parce qu'un élève ne parle pas, il est inactif, il est passif. C'est parfaitement stupide. Il y a des tas d'élèves qui parlent à tour de bras, qui bavardent, mais qui ne suivent pas le cours. Et il y a des tas d'élèves qui réfléchissent pendant le cours, qui se concentrent sur la parole ou sur la démonstration opérée par exemple par le professeur de mathématiques et qui sont tout à fait actifs. Donc il y a aussi une confusion qui a été organisée, qu'on n'a toujours pas dissipée, entre l'activité intellectuelle et l'activité que Descartes appelait l'activité de la prolation, c'est-à-dire le fait tout simplement de proférer des paroles. Ce n'est pas parce qu'on ne profère pas de paroles qu'on est inactif, et ce n'est pas parce qu'on en profère qu'on est actif, je crois. Vous avez raison, là nous sommes dans une espèce de vulgate, comment dirais-je, libertaire, selon laquelle toute autorité serait a priori oppressive, répressive, quasi-carcérale d'une part. Toute parole d'autorité, toute parole verticale serait suspecte de vouloir installer un rapport de domination. Tout ça, c'est encore une fois excusez-moi, passez-moi l'expression, c'est le bouilli pour les chats, ça n'a aucun sens. Personne ne peut considérer que les élèves qui suivent un cours magistral sont passifs. C'est pas parce qu'ils ne s'agit pas sur leur chaise qu'ils sont passifs. Leurs neurones fonctionnent à plein rendement. Et donc, ils ne sont pas passifs du tout. Ils sont extrêmement actifs, au contraire. Ils apprennent quelque chose, ils prennent des notes, ils poseront peut-être plus tard des questions. En tout cas, ils fonctionnent exactement comme doit fonctionner un élève. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les cours magistraux, effectivement, alors, sont bannis de chez bannis du lycée, et ne parlons même pas du collège, alors qu'ils sont en usage courant dans les classes préparatoires, dans les grandes écoles, bien sûr, et dans tout ce qui produit de l'élite. Et c'est là, si vous voulez, que se manifeste la tartufferie, l'hypocrisie des tenants du libertaire, ou de la déconstruction scolaire. C'est qu'en fait, ce sont toujours les mêmes qui vont avoir une pédagogie au rabais, et toujours les mêmes qui auront une pédagogie de haut niveau. C'est de la pure reproduction sociale. C'est-à-dire que ces gens-là qui ne voulaient pas reproduire le système des héritiers de Bourdieu, par leur aveuglement idéologique, contribuent au contraire, non seulement à le reproduire, mais à l'affermir et à le figer. Je suis entièrement d'accord avec vous, et il se trouve que ma première famille d'appartenance politique était la famille des socialistes, et des socialistes républicains. C'est vrai, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre eux. J'ai été quand même très surpris par la difficulté
euh, chez les représentants du Parti socialiste de prendre acte de la succession implacable des mesures, des statistiques, des résultats, des sondages qui mettaient en évidence que depuis qu'on a entrepris de démocratiser le système éducatif français, nous n'avons fait qu'accroître les inégalités sociales. Les sociologues Baudelot et Stablet l'ont prouvé à longueur de bouquins. Toutes les enquêtes diligentées par le Cevipof l'ont mis en évidence. Notre système éducatif n'a jamais été aussi inégalitaire qu'il l'est aujourd'hui, ce que les enquêtes PISA mettent en évidence aussi. Et pour vous dire la vérité, c'est anecdotique, ce n'est pas très important, mais je me suis tout de même demandé ici s'il ne fallait pas revenir au moins un temps à Marx. Pourquoi Marx ? Parce que je me suis demandé si au fond, les membres du Bureau national du Parti socialiste n'avaient pas tout simplement un intérêt de classe à faire en sorte que le mensonge perdure, de façon à ce que les meilleures places soient réservées à leurs enfants dans les établissements de prestige de Paris, à Henri IV, à Louis le Grand, à l'école alsacienne, etc., etc. Je crois qu'il y a ici quand même une grande hypocrisie, une grande hypocrisie, et surtout, je tiens à le souligner, une grande hypocrisie et surtout une grande mauvaise foi aussi dans l'incapacité des politiques à faire le bilan de ces politiques qui ont été menées. Parce que le drame est bien qu'en matière de politique éducative, il n'y a pas eu d'alternance depuis 40 ans en France, si vous voulez, que les ministres de l'éducation se succèdent, mais sans prendre la peine de faire le bilan qu'ils pourraient très bien faire, puisque nous disposons des documents, des études, des chiffres qui mettent en évidence que la solution qui a été mise en œuvre pour démocratiser le système éducatif depuis la fin des années 60, eh bien, ce n'est pas la bonne solution. Non, tout à fait. Mais ça, c'est une caractéristique presque générale de nos élites. C'est-à-dire, c'est la culture du déni. C'est-à-dire que les statistiques PISA sont claires, la fracture sociale est aggravée à l'école, s'aggrave à l'école. Nous avons toutes les enquêtes dont vous parliez. Même chose pour l'immigration massive, même chose, je viens de finir le livre de François Bousquet sur le racisme anti-blanc, ce phénomène dans les écoles et les collèges et les lycées de banlieue, ce sont des choses qui sont attestées, documentées, objectivées, mais qu'une partie de nos élites refuse d'admettre, de regarder et de comprendre et d'analyser, et surtout d'en tirer les conséquences. Pour des raisons, je suis d'accord avec vous. Ce sont des intérêts, plus que de classe, c'est de caste. Il s'agit d'une caste. C'est l'oligarchie, au fond, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est la même oligarchie. C'est-à-dire celle qui voit le monde comme une sorte de terrain de jeu général, où d'ailleurs ils font carrière, où leurs enfants feront carrière. Et pour que leurs enfants puissent y faire carrière, il faut évidemment qu'ils fréquentent les meilleures écoles publiques et privées et les meilleurs collèges et lycées publics et privés que connaît la France, l'Europe, voire le monde carrément. Et donc ce qui peut se passer vraiment dans un collège lambda d'une périphérie, même rurale, ou dans une école rurale ou dans une école d'éducation prioritaire, je veux dire, on a beau le leur expliquer, comme disent les adolescents, ça percute pas. Enfin, je ne sais pas si tout le monde dit ça, mais enfin chez moi, on dit ça, bien sûr, parce que dans un milieu de chasseurs, donc ça percute pas. Bon, ça ne rentre pas. Et je pense sincèrement que, comme ces gens ne sont pas des sots, vous avez raison, c'est un réflexe de classe. Je le crois sincèrement, c'est un réflexe de caste. C'est vraiment l'oligarchie contre le peuple, l'oligarchie qui a abandonné le peuple, qui a déserté le peuple et qui ne s'occupe plus de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble des enfants de la République puissent bénéficier des lumières du savoir. Et ça, je pense que c'est une faute à la fois politique, parce que ça les entraînera à leur perte, et morale surtout. Oui, et je pense que ici, le refus de prendre acte de la réalité qu'on a associée à la mauvaise foi, en fait, se double d'un aveuglement. Parce que je reste convaincu que l'école, pour les Français,
est vraiment le socle de la nation. Bien entendu. C'est le creuset de la nation. Oui. Et je crois que ce que refusent les Français n'est pas que certains aient des positions sociales ou Non. des revenus plus importants que les autres. En revanche, ce qu'au regard de notre histoire, ce qu'au regard de la promesse républicaine que nous adressons aux Français, ils refusent, c'est que, pour le dire très simplement, ce soit toujours les mêmes qui s'en sortent et toujours les mêmes qui trinquent. Or, on voit bien et on devine, et là, il y a, je pense, un aveuglement, une inconséquence. Je pense que la faillite de l'école française est un facteur d'énervement social, est un facteur de crise de la société dont on ne mesure pas l'enjeu. Je pense que on a intérêt rapidement à prendre en charge ce problème parce que la colère des Français qui s'est déjà manifestée récemment, pourrait bien atteindre à son comble. Je suis d'accord avec vous parce que il y a une sorte d'électricité dans l'air en ce moment, qui trouve sa source dans plusieurs domaines. Vous parlez de l'école, c'est sûr que c'est un sujet sensible. Il y a la santé, il y a le coût de la vie, il y a toutes sortes de restrictions permanentes auxquelles sont soumises nos citoyens. Mais je pense également que si le système éducatif continue à s'effondrer sur lui-même, c'est assez poignant parce que c'est pas une explosion, c'est pas une catastrophe visible, c'est une sorte de lente implosion. C'est un peu comme, vous savez, c'est qu'on appelle ça des veuves noires, c'est ça, des étoiles qui s'éteignent d'un coup. Ben, c'est un peu ça. Hein. Moi, je trouve que ce qui se passe est terrible parce que ça se passe à bas bruit, loin des caméras, parce que la plupart du temps, les médias n'ont qu'un traitement très superficiel de la question scolaire, ils ne vont jamais au fond. Et surtout loin du regard de ceux qui devraient s'en occuper au premier chef, c'est-à-dire les élus et le gouvernement. Et là, le risque... au-delà de l'énervement, au-delà de la révolte qui peut surgir à tout moment, qui peut survenir à tout moment, je suis d'accord avec vous, à nouveau, c'est que la nation est atteinte dans ses œuvres vives. Et ces œuvres vives, ce sont ces enfants, des enfants dont nous allons faire des élèves, puis des citoyens en principe. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus pour tout le monde, je veux dire. Et ça marche même, oserais-je dire, pour de moins en moins de monde. C'est-à-dire que quand on imagine, vous voyez, les journées défense et citoyenneté ont lieu tous les ans. Les armées organisent ça, avec l'éducation nationale notamment. Donc c'est une classe d'âge 700 à 720 000 jeunes de 17 ans, garçons et filles, qui vont passer des tests. À l'issue de ces tests, on détecte 11% de quasi-illettrés et 25% de jeunes gens de 17 ans en difficulté de lecture. Euphémisme typiquement éducnat, en clair, ils ne savent pas lire. Bon, bref. Et ce stock, enfin, je veux dire, ce flux finit par faire un stock. Ça fait des années que ça dure. Donc, en fait, dans la société française, sous la surface lisse des choses, nous avons une bonne partie de notre population, et surtout de notre jeunesse, qui ne sont ni au travail, ni en formation, ni en stage, ni rien. Ce qu'on appelle les NEP ou les NEF, je ne sais plus trop. Enfin, d'abord. Bref, qui ne sont nulle part. Ils sont chez eux, ils vivent de travaux, vivent d'expédients, en fait, et de l'assistanat public, qui est très modeste et qui ne donne aucune espèce d'avenir. Donc, ce qui se passe, c'est que la société se délite de l'intérieur. Et qu'en plus, ces gens-là, on parle de réarmement, ne savent plus où ils sont. On parlait d'identité tout à l'heure, ils ne savent plus... ils n'ont plus d'attache, ils sont hors sol. Puisque seul le travail et l'insertion par le travail dans la société, dans le corps social, peut donner une identité d'abord sociale, puis après une identité, politique, au sens général du terme. Ces gens-là sont devenus une sorte de lumpenprolétariat moderne. Et c'est très redoutable pour l'avenir de la nation, je pense. Oui, vous avez raison, l'école est un levier, en fait, le creuset de l'intégration, comme le monde du travail. J'avais à l'esprit en 2017, au moment de la crise des Gilets jaunes, il se trouve que je relisais à ce moment-là, en fait, les souvenirs d'Alexis de Tocqueville. Et Alexis de Tocqueville, gros, au XIXe siècle, se tourne vers les membres du gouvernement français et leur dit « Vous allez voir, en fait, bientôt, le point de clivage du combat politique, ça va être l'opposition entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. » Or, en 2017, j'ai eu l'impression que le mouvement des Gilets jaunes a exprimé aussi un mouvement de colère
éprouvée par ces Français qui ont le sentiment de ne pas avoir ce que d'autres ont. De ne pas pouvoir aller une fois par mois au restaurant, de ne pas pouvoir partir en vacances, bref, de ne pas avoir ce que les autres ont. Or, il me semble que si les Français se mettent en colère, convaincus de l'injustice, du fait qu'ils n'ont pas ce que les autres ont, c'est bien parce qu'ils ne parviennent plus à espérer pouvoir, pour leurs enfants, pour leurs propres enfants, de meilleures conditions. Et je reviens ici à la question justement de l'école. La question, l'école est d'une certaine façon, on a dit dans le logiciel de pensée des fondateurs de l'école républicaine qu'elle était libératrice, je pense à Condorcet, mais je pense aussi que l'école, en termes sociaux et en termes politiques, elle a un devoir, elle a une vocation, elle doit être aussi pacificatrice, c'est-à-dire qu'elle doit apporter aussi de la paix dans la société. Or, notre école, de par ses dysfonctionnements et les inégalités croissantes qu'elle génère, n'apporte pas la paix, mais au contraire constitue aujourd'hui un facteur, finalement, d'une certaine façon, de division du corps social, puisqu'elle laisse une partie des Français enfoncés dans le sentiment que la réussite sociale et professionnelle, ce sera pour les autres, mais ce ne sera pas forcément pour ses enfants. Et ce n'est pas les 90 ou 95% de réussite au bac général qui prouvent le contraire quand on observe ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Je pense même que le clivage ou l'opposition ou le conflit entre ceux qui ont et ceux qui n'ont rien ou qui n'ont pas se double d'un clivage entre ceux qui sont et ceux qui ne sont rien. Souvenez-vous de la phrase d'Emmanuel Macron qui distinguait bien entre les gens qui sont quelque chose et ceux qui ne sont rien. C'est un propos d'une brutalité inouïe qu'il avait tenu devant les Français. Et je crois qu'effectivement le sentiment d'injustice se répand et le fait que l'école ne parvienne plus à fonctionner comme association sociale, comme promesse, comme vous disiez, promesse républicaine, pour les parents d'avoir des enfants qui seront d'une condition sociale supérieure à la leur, ça n'est plus du tout garanti. Vous et moi, nous appartenons à une génération, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis nettement plus diplômé que mes parents, et j'ai une position sociale bien plus élevée que la leur. C'est grâce à l'école, c'est très clair, je ne pose pas de questions. Alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus garanti. Non, c'est ce que montre bien la sociologue Sophie Radubella, quand elle analyse le phénomène de l'inflation scolaire, donc là, elle le met tout à fait bien. Quant à la violence, donc, autrefois, elle s'arrêtait aux portes des écoles. Maintenant, elle entre directement dans l'école. On l'a vu avec l'assassinat de 2 professeurs. On l'a vu avec des incidents fréquents, je veux dire. On a récupéré 90 couteaux à Cran d'Arrêt lors d'une opération de police. Bon, c'est peut-être pas beaucoup au niveau national. Il y a eu 10 000 contrôles, mais enfin, c'est quand même beaucoup trop. Sans compter qu'on n'a pas récupéré les cutters, les tournevis et autres objets et autres armes par destination. Certains élèves entrent armés dans l'établissement, soit pour se défendre, soit pour s'en prendre à d'autres. Donc, l'idéal de Jean Zay, rappelé dans la fameuse circulaire de 36, où il disait l'école doit être un sanctuaire où les querelles des hommes n'entrent pas, tout ça n'existe plus. Parce que... Alors moi j'ai une petite analyse que j'avais publiée dans un livre il y a une quinzaine d'années, Les Lumières en Berne. Moi je pense qu'en fait ici... Quand vous parlez de la violence, M. Chudeau, je pense qu'on a l'école qu'on mérite. Je crois qu'on a l'école de la société dans laquelle nous vivons. Et on a l'école qu'on mérite et on a l'école de la société dans laquelle nous vivons parce que nous vivons une période inédite de l'histoire, et pas simplement en France, mais je dirais peut-être dans le bloc occidental, dans les démocraties occidentales. Cette période inédite de l'histoire, c'est la conjonction de 3 phénomènes majeurs, de mon point de vue. Le premier, il a été analysé par un philosophe qui est Marcel Gauchet, c'est ce qu'on appelle, c'est le phénomène de la sortie de la religion. Le deuxième phénomène, c'est tout simplement la faillite du communisme historique. Et le troisième phénomène, c'est le triomphe du capitalisme. Alors, si vous voulez, pour moi, c'est très important cela, parce que, si vous voulez, pendant des siècles, la religion a constitué un ciment social. Elle a constitué ce que, chez Hegel, on appelle la Sittlichkeit, c'est-à-dire l'éthique sociale. Bon, la religion a été mise hors jeu, si on peut dire. Elle a cessé
De deux, elle a cessé d'être le ciment social pour devenir une affaire purement individuelle et purement privée. Donc c'est le processus de sécularisation qui débouche en France sur la laïcisation. On lui a substitué, d'une certaine façon, cette espèce de messianisme séculier que constitue le communisme ou plus largement le socialisme. Mais le communisme historique a bu la tasse. Donc si vous voulez, on est dans une situation quand même, dans les démocraties occidentales, dans lesquelles la religion ne constitue plus, en fait, si vous voulez, un ciment social. On n'a plus non plus de projets, si vous voulez, de projets solidaristes, de projets sociaux, ce dont témoigne à la fois la crise de la représentation politique, mais la crise du syndicalisme. Et de l'autre côté, on a, si vous voulez, des marchands qui nous disent que, en fait, on n'existe que si jamais on consomme. Des marchands qui confondent ou veulent nous faire confondre le droit à la consommation avec la liberté. Bref, et qui aussi survalorisent l'individualisme. Je crois par exemple que le libertarisme américain des années 60, c'est rien d'autre qu'au fond, si vous voulez, c'est moins une contre-culture qu'une culture qui a pour vocation de légitimer finalement l'intérêt bien compris, l'égoïsme, qui est le cœur, au fond, de la logique qui est celle du libéralisme économique et en particulier du capitalisme. Donc je pense que on pourra déplorer les incivilités, on pourra déplorer la violence en milieu scolaire, on pourra déplorer, si vous voulez, les rodéos urbains. On peut évidemment mettre en œuvre ici des politiques judiciaires et des politiques pénales, mais je pense qu'il incombe aussi aux politiques aujourd'hui de mettre cette question de la violence en perspective historique et de se poser sérieusement la question de savoir comment aujourd'hui il est possible, s'il est possible, de reconstruire une éthique sociale, c'est-à-dire dans laquelle, évidemment, mon voisin n'est pas celui dont je n'attends qu'une chose, à savoir qu'il ne me gêne pas, qu'on puisse repenser aussi la concorde civile. La concorde, c'est pas l'absence de guerre, la paix, c'est autre chose que l'absence de conflit. Bref, il y a un gros travail à faire ici, qui est un travail éducatif, mais qui est aussi un travail qui impose aux politiques de soulever la question de l'identité, de soulever la question de savoir ce que l'identité, le présent, doit au passé, et de soulever la question de savoir si on est encore... s'il est encore possible de se rêver et de se penser un destin commun, un avenir commun. Parce qu'on ne va pas reconstruire une éthique sociale si on ne cultive pas à la fois une mémoire collective et si on n'est pas capable de se projeter dans un avenir commun. Je pense que peut-être que la solution pratique de ce problème quasi métaphysique, enfin de ce problème très profond que connaissent les démocraties occidentales, il réside dans la capacité qu'on aura ou qu'on n'aura pas de redonner confiance aux Français et surtout de se penser un avenir et un destin commun. C'est très bien. Alors là vraiment, c'est un propos magnifique vraiment, mais simplement qui met un petit peu en abîme ce que nous avons à faire, parce que je suis d'accord avec vous parfaitement. Le grand récit n'existe plus, les grands récits n'existent plus, communisme notamment, socialiste, la religion s'est réduite, dans la sphère privée, les liens sociaux sont distendus, le système économique mondial est mondialisé, fait de nous de parfaits consommateurs et ne nous estime que dans ce cas-là. Il nous manipule en tant que tel grâce au big data, bref, tout ça, ce que vous avez décrit, c'est parfait. C'est parfait, ça me convient parfaitement. Le problème, c'est qu'allons-nous devenir et après, quoi. À quoi pouvons-nous nous raccrocher pour continuer à exister en tant que civilisation et en tant que culture, et pour transmettre à nos enfants le legs de ce que nous avons nous-mêmes reçu. C'est ça la question. Donc moi je pense, puisque je suis au Rassemblement national, que l'échelon pertinent de l'avenir de l'humanité, c'est la civilisation et la nation, je le pense. Ça ne signifie pas le nationalisme, ça signifie la nation en tant qu'elle est un espace-temps, et un espace-temps historique aussi, bien défini et bien identifié. Donc, je crois que la question identitaire va devenir centrale. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et pour répondre à ces questions, je pense qu'il y a un lieu central, c'est l'école. Pour revenir à notre propos. Parce qu'évidemment, par le biais des biens culturels, par le sport, par tout ce qu'on voudra, par la vie sociale, on peut apporter, et familiale bien sûr, on peut apporter des réponses à ces questions. Mais je crois que le lieu institutionnel qui reçoit tous les enfants de France,
quelles que soient leurs origines, leurs croyances, etc. C'est l'école, et que c'est à l'école donc qu'il revient, cette tâche redoutable, d'aider à la reconstruction de ce qui est en train de se perdre, c'est-à-dire la nation française, qui est en train de se diluer. Vous parliez de religion tout à l'heure. Je viens de lire le rapport qui est issu du Conseil de défense que le président de la République a tenu à l'Élysée il y a quelques jours. Donc un rapport déclassifié sur l'entrisme frériste et islamiste en France. Et dans ce rapport, il est écrit en toutes lettres que la première religion de France, c'est l'islam, et qu'il serait temps de le reconnaître. Vous voyez, c'est quand même intéressant que dans un vieux pays judéo-chrétien situé en Europe, au nord de la Méditerranée, un organe gouvernemental puisse écrire cela. Il est temps de reconnaître que la première religion de France, c'est l'islam. Donc le basculement n'est pas loin. Oui. Oui, vous avez peut-être raison, et en tout cas, vous avez tout à fait raison de souligner que la construction de notre avenir, premièrement, repose sur la capacité que le pays aura de reconstruire l'école. Mais vous faites bien, évidemment, aussi de mettre la question scolaire en perspective par rapport à la question de l'identité. Bon, car en effet, je pense que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, notamment au sujet de la question identitaire et de la question européenne, est une situation dans laquelle, en vérité, ceux qui s'affirment européens ou ceux qui s'affirment européistes sont peut-être tout simplement les fossoyeurs de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils répètent à tout vent que le propre de l'Europe, c'est de ne pas avoir de propre. Que le propre de l'Europe, c'est d'être ouverte à toutes les identités. Or, il se trouve que si on persuade les peuples européens que le propre de l'Europe est de ne pas avoir de propre, on ne pourra jamais amener les peuples européens à adhérer au projet de l'Europe. L'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, Hubert Védrine, l'a dit de façon très claire dans un petit livre qu'il a publié au moment des élections européennes en 2019, Sauver l'Europe du chaos. Il faut qu'on cesse de stigmatiser le besoin d'identité des peuples européens. Et si nous voulons construire l'Europe, de la même façon, disait Julien Binda, qu'on a réussi à construire la nation en amenant le paysan berrichon à se détourner de son lopin de terre berrichon pour poser son regard sur quelque chose qui transcende sa région, donc sa terre locale. On ne pourra pas construire l'Europe si on affirme que l'Europe n'a pas d'identité. Alors, on sait pourquoi, on affirme que l'Europe n'a pas besoin d'identité parce que nous, les Européens d'aujourd'hui, nous sommes finalement prisonniers d'une sorte de, ce que j'appelle moi la mauvaise conscience de l'ère post-hitlérienne. C'est-à-dire qu'il y a eu le Troisième Reich, il y a eu le nazisme, il y a eu la persécution des Juifs, et à partir de là, on s'est persuadé que la désignation de l'autre, que la désignation du même impliquait la désignation de l'autre, et que la désignation de l'autre abandonnait l'autre à la menace de son persécuteur. On s'est donc refusé à penser l'identité. Je pense, pour aller dans le sens que vous venez d'indiquer, que nous devons aujourd'hui affirmer les maximes du sens commun européen. Et les maximes du sens commun européen, elles sont frappées au sceau de l'influence du judéo-christianisme sur la culture de l'Europe, et c'est tout simplement la reconnaissance de la dignité universelle de la personne humaine, quel que soit son sexe, quelles que soient ses opinions politiques. Et l'identité européenne, elle est frappée aussi au sceau de l'influence de la culture grecque et romaine sur notre présent,
nous devons à Athènes la démocratie, c'est-à-dire le droit pour tout le monde, l'égalité des droits, le droit universel pour tout le monde. Et je pense, et j'ajouterai une chose encore, c'est qu'en fait, si on veut construire l'Europe, il faut poser ces deux maximes et ajouter une troisième maxime. La troisième maxime, c'est que les deux premières ne sont pas négociables. Et ça, c'est un message qu'il faut adresser aux candidats à l'entrée à l'Europe, à savoir que si des peuples aujourd'hui, si des nations veulent rejoindre l'Europe, il faut évidemment que clairement elles se décident à accepter, à adopter les maximes du sens commun européen, ou bien à ne pas les adopter, mais dans ce cas-là... Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais ce sera le mot de la fin parce que nous avons un autre invité. Je pense que pour qu'une nation existe, il faut qu'elle se sente exister, qu'elle se sache exister. Et que le lieu central où se crée cette notion-là, qui suis-je, qui sommes-nous, que savons-nous et où allons-nous, ça ne peut être que système éducatif. Enfin, dans notre pays en tout cas. Qui sommes-nous? Ce sont les humanités, les lettres, l'histoire, les langues anciennes, la philosophie. Et que savons-nous? Ce sont les sciences, toutes les sciences. Et où allons-nous? C'est l'interrogation philosophique, c'est l'interrogation, mais également scientifique, sur ce que nous réserve l'avenir, à travers, par exemple, des nouvelles technologies, etc. Et je pense que ces trois pôles-là structurent, au fond, la question scolaire, structurent la question de la transmission, parce que telle est la fonction essentielle de l'école, de la transmission aux jeunes générations, de ce qui leur permettra de constituer, voire même, pour certains, de reconstituer leur sentiment identitaire. Cher Monsieur Obadia, je vous remercie pour cet échange très nourri, vraiment, ça nous a fait plaisir. Je vous remercie, Monsieur Chudeau, pour votre invitation. Bon. Et puis donc à se revoir, puisque nous avons parlé d'Europe, c'est un petit clin d'œil et une petite invitation à approfondir le sujet, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous.